Bienvenue dans cette quatrième leçon dans le cours Architecture des ordinateurs qui s'intitule Structure de l'information digitale. Donc dans cette leçon, nous allons voir deux parties. L'information digitale, disons comment l'information est codée dans un ordinateur, et la représentation de l'information digitale. Donc l'information digitale consiste à voir comment l'information est codée et comment le processeur, ou plutôt l'ordinateur, perçoit les informations qu'on lui donne, comment ils doivent être codés, comment ils doivent être présentés. Donc cette partie sera en trois étapes. La notion de codage, notion de code redondant et la taille des informations dans un ordinateur. Dans la notion de codage, nous allons parcourir brièvement les méthodes de codage et les techniques de codification de l'information. Dans la deuxième, nous allons voir comment on pourrait résoudre des problèmes d'erreur qui peuvent arriver à ces informations, parce que, bien sûr, lorsqu'on codifie ces informations, il peut y avoir des codages, et comment, bien sûr, surmonter cette difficulté d'erreur qui pourrait accompagner, ou plutôt s'imprégner à ces informations codifiées. Et bien sûr, là, dans la troisième partie, ça sera la taille des informations dans un ordinateur et bien sûr comment le découpage des différents bus qu'on a vus et le découpage de la mémoire se fait en conséquence pour pouvoir manipuler des tailles standards ou des tailles reconnaissables par le processeur au niveau aussi bien de la mémoire que dans les bus. Donc, la notion de codage, dans la notion de codage, nous allons voir l'information élémentaire, qui est le bit, et des informations plus complexes, moyennant le codage. Donc, bien sûr, l'information élémentaire pour un ordinateur, c'est le bit. Le bit, c'est binary digit. Donc, ils ont pris les deux premiers caractères et le dernier pour représenter l'information élémentaire. Donc c'est le 1 ou le 0 qui est dans le binaire et qui consiste à représenter l'information reconnaissable par pratiquement la majorité, si ce n'est pas la totalité, des ordinateurs qui existent actuellement. Bon, bien sûr, pour des informations plus complexes, on procède bien sûr à un codage. Si par exemple on veut utiliser d'autres formes de codage pour codifier certaines informations, on procède à, bien sûr, un codage tel qu'on a vu dans la deuxième leçon, qu'on avait vu qu'on pouvait utiliser du BCD. Le BCD, c'est 4 bits, et l'ASCII, c'est 7 ou 8 bits en fonction de ce qu'on veut. Bon, c'est quoi le codage? La définition consiste, bien sûr, le codage consiste à établir une loi de correspondance appelée code entre les informations à représenter et les configurations binaires possibles. Telles que, bien sûr, à chaque information correspond une seule configuration binaire. Ça veut dire que lorsqu'on veut codifier une information, on utilise le code qui est en question et pour chaque information, il ne faut pas qu'il existe plusieurs codes. Donc, un code pour représenter une information. Donc, un digit binaire peuvent nous fournir de la puissance n état et par conséquent de la puissance n informations. Donc, pour représenter un certain nombre d'informations, il suffit de voir combien de digits ou de binaires, d'éléments binaires à utiliser pour pouvoir codifier ces informations. Donc, il faut connaître le nombre d'informations à codifier et utiliser le nombre de bits nécessaires pour pouvoir la codifier.
Bien sûr, les théoriciens ont utilisé un certain nombre de formules et, disons, d'équations pour pouvoir codifier, ou plutôt représenter ces ensembles et représenter ces mécanismes de codage. Donc on a, l'ensemble ce qu'on appelle des événements. Donc si on a un message qui est composé par M événements, donc on pourrait avoir un ensemble E d'événements du message X, par exemple, de E1 à EM événements. Bien sûr, ces événements, qui dit événement, bon, bien sûr, il sera récupéré par le processeur, ou il sera envoyé, il sera récupéré sur une ligne série ou sur une ligne parallèle, donc il sera transmis. Il va y avoir une probabilité d'occurrence ou d'arrivée de ces événements. Donc on peut associer une probabilité à chaque événement, donc de P1 jusqu'à PM, donc l'indice correspond à l'événement, et on pourrait aussi avoir un ensemble de mots du code. Donc l'ensemble C, c'est l'ensemble des mots du code. Et bien sûr, à chaque événement, on fait associer une probabilité d'occurrence et un mot du code, disons, qui permet de codifier cette information en fonction du code qu'on a choisi. Bien sûr, il y a un autre ensemble qui s'appelle l'ensemble des symboles des mots du code. C'est l'ensemble X, donc de X1 jusqu'à XQ, et Q est l'ensemble, bien sûr, des symboles des mots. Par exemple, si on prend le cas du codage binaire, ben, le Q ici, c'est 0, 1. Donc on a le bit 0 et on a le bit 1. Donc on aura deux éléments ici, 0 et 1. Si on prend par exemple le cas du décimal, du codage décimal, donc on a de 0 jusqu'à 9. Donc on aura 10 éléments ou 10 symboles des mots du code. Donc de 0 jusqu'à 9. Et on a un autre ensemble qui correspond au nombre de symboles de chaque événement du message. C'est l'ensemble L dans lequel on a le nombre de symboles par message et qui pourrait être calculé pour avoir une longueur moyenne après d'un message donné. Donc, on peut en déduire la longueur moyenne des mots du code. Disons, c'est le nombre de symboles par mot. Et dont l'équation est L bar égale sigma des I égale à 1 jusqu'à M des PI, c'est les probabilités d'occurrence de chaque événement, multiplié par LI, c'est la longueur de chaque événement. Et cette série ou cette somme nous permet d'avoir la longueur moyenne des mots du code. Donc c'est le nombre, en fait, c'est le nombre de symboles par mot. On peut aussi en déduire ce qu'on appelle l'entropie de source. L'entropie de source est la somme des PI multipliés par log à base 2 des PI. Bien sûr, PI, c'est la probabilité d'occurrence de chaque événement du message. Et on rajoute un signe moins puisque les PI ne peuvent pas dépasser 1. Donc on aura ici un chiffre négatif et on rajoute un moins pour avoir une entropie de source positive. Et bien sûr, l'entropie de source, c'est l'information moyenne associée à chaque événement du message. Toujours avec les différentes définitions du codage, on a l'information moyenne par symbole, c'est le Hx qui est égal à Hs, qui est l'entropie de source, divisé par la longueur moyenne des messages. Et bien sûr, on pourrait aussi en définir l'entropie de source lorsque tous les événements sont équiprobables, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des événements du message ont la même probabilité d'occurrence, on peut les recevoir avec la même probabilité,
Admettons qu'on a un message de 4 caractères et que si chaque caractère a la même probabilité d'occurrence que les autres, donc on aura un quart comme probabilité pour chaque élément du message. Donc lorsque les événements sont équiprobables, le hx, on le met avec l'indice 0 dans ce cas, est égal à la longueur moyenne multipliée par log à base 2 de q, avec q le nombre de symboles du code. Donc, toujours pour le binaire, c'est le 0 et 1. Donc, c'est 2 pour le q. Si on travaille en décimale, ben, le q sera 10. C'est de 0 à 9. On définit aussi ce qu'on appelle la capacité du code, qui consiste à donner le nombre, ou plutôt la capacité du code à pouvoir générer des informations. Donc pour le binaire, on a dit que le Q, il est égal à 2, c'est 0 ou 1, et la capacité du code, c'est log à base 2 de Q. Donc, bien sûr, une fois on a la codification de l'information, ben, cette information, elle va être véhiculée dans des bus, elle va être transmise à des périphériques, elle va être récupérée à partir d'un certain nombre de processus ou de périphériques aussi. Donc, elle peut subir des transformations. Elle peut être erronée. Des bits ou des informations peuvent changer en cours de leur transmission, d'où la notion de redondance. Donc un système informatique qui ne prend pas en compte la correction, plutôt au moins la détection des erreurs, c'est un système qui n'est pas fiable à 100%. Donc on rajoute toujours ce qu'on appelle la notion de redondance pour pouvoir justement détecter, voire même corriger des erreurs. Donc la redondance est liée à la sécurité de transmission d'informations digitales. Elle permet de détecter, voire de corriger un certain nombre d'erreurs. Donc la redondance, bien sûr, est intégrée lorsqu'on redoute une modification intempestive de l'information lors de sa transmission, donc comme ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc lorsque le processeur transmet une information ou il la reçoit d'un périphérique ou de n'importe quel processus ou automate, celle-ci peut subir des modifications, ou alors lors de son stockage en mémoire. Lorsqu'il veut, par exemple, le processeur stocker un ensemble d'informations dans un disque dur, par exemple, ou sur une bande ou sur une disquette, ou alors plutôt récupérer des informations à partir de ces périphériques, ou à partir d'une ligne série, par exemple, via un modem ou via une carte Ethernet sur un réseau, celle-ci pourra être altérée, elle pourra être modifiée, et la notion de redondance s'avère indispensable. Donc, bien sûr, il pourrait aussi y avoir des erreurs lors de certains échanges avec des périphériques. Donc, la correction des erreurs s'avère primordiale et très importante. Et il y a un théorème de correction des erreurs qui dit que, théoriquement, on peut assurer une transmission correcte, même dans un canal imparfait, c'est-à-dire dans un canal qui n'est pas vraiment parfait, un câble avec des perturbations, en introduisant la notion de redondance. Donc le fait d'introduire la redondance permet de pouvoir détecter, voire de corriger les erreurs. Et bien sûr, la redondance est en général liée à la sécurité du code pour assurer ou sécuriser la transmission d'informations. Donc, le R qui est l'expression qui permet de notifier la redondance est égal à H0 moins H1 sur H0. Le H0 ici, c'est l'entropie de source lorsque les événements sont équiprobables. Et le H1, c'est l'entropie de source qui est associée à chaque événement du message. Donc c'est H0 moins H1 divisé par H0 et ça nous donne la redondance.
C'est quoi cette redondance? Ben, R est égal à 0, ça veut dire qu'on a un code max. Bon, bien sûr, lorsqu'on n'utilise pas la redondance, on transmet que l'information utile. Si on est dans un canal parfait et on sait qu'il ne peut pas y avoir d'erreur, donc on peut se passer de la redondance, et dans ce cas, on a un code max. Par contre, si R est égal à 1, ben, ça veut dire qu'on ne transmet que les informations de la redondance et il n'y a pas d'information utile dans le message. Et dans ce cas, le R est égal à 1. Il y a l'efficacité du code qui est bien sûr liée, intimement liée à la redondance, et l'efficacité du code est égale H1 divisé par H0 est égal à 1 moins R. Donc c'est le complément de la redondance. Donc on dit qu'un code efficace, c'est un code qui, bien sûr, arrive à 100%, permet de transmettre à 100% l'information utile sans problème. Donc, cette redondance, bien sûr, utilise des codes qui permettent soit de détecter, soit de corriger les erreurs. Donc, on a affaire à deux types de codes redondants. Donc, c'est le code auto-vérificateur, et c'est le code qui permet de vérifier l'information et de savoir est-ce qu'il y a une erreur ou pas, mais qui ne permet pas, qui ne donne pas la possibilité de corriger les erreurs. Il donne la possibilité uniquement de détecter les erreurs. Et il y a le code autocorrecteur qui permet de détecter et de corriger certaines erreurs. Donc on verra plus loin, ou plutôt dans la prochaine leçon, comme quoi on pourrait même corriger certaines erreurs. Bon, la troisième partie, c'est la taille des informations dans un ordinateur. Bien sûr, on distingue deux concepts, bien sûr, de base, qui sont le caractère et l'octet. Plutôt le caractère et le mot. Donc le caractère, c'est l'octet ou le byte, qui est un terme utilisé par la famille des informaticiens. C'est un mot, ou plutôt un terme qui correspond à 8 bits d'information. 8 bits ou 8 digits. Et on distingue aussi le mot qui correspond à un mot machine ou un mot mémoire et qui correspond à un nombre entier de caractères. Bon, bien sûr, un caractère, c'est l'unité de base, c'est l'octet ou le byte, et qui permet de donner la taille des mémoires, aussi bien du disque dur que de la mémoire centrale. Par contre, le mot est intimement lié au hardware ou au matériel. Parce que l'octet, c'est le caractère, l'octet ou le byte est un terme qui est un standard qui est utilisé par l'ensemble des informaticiens, donc c'est une taille fixe. Par contre, le mot, il dépend de la taille du bus de données et de la taille de l'information qu'on peut collecter en un seul cycle bus de la mémoire centrale. Si par exemple on a une machine qui a un bus de données de 16 bits, ben, c'est 2 octets, c'est 2 caractères et c'est 2 bytes. Et c'est ce qu'on appelle le mot machine. Le mot machine, c'est la taille du bus de données. Le mot mémoire, quant à lui, c'est la taille de l'information qu'on peut récupérer, l'information maximale qu'on peut récupérer à partir d'une mémoire centrale en un seul cycle bus, c'est-à-dire en une seule lecture à partir du processeur. Admettons par exemple qu'on a une mémoire qu'on peut organiser en 32 bits, alors qu'on a un bus de données que de 16 bits. Donc pour récupérer une case mémoire, ou plutôt un mot mémoire à partir d'un processeur qui n'a qu'un bus de 16 bits, ben, il faut 2 cycles bus pour récupérer les 32 bits. Donc on entame la deuxième partie, la représentation de l'information digitale. Donc dans cette partie, on traite bien sûr la représentation de l'information digitale dans l'ordinateur. Donc dans cette partie, on va traiter ce qui est la représentation des nombres.
et le codage des informations non numériques, puisque, bien sûr, on traite dans l'ordinateur aussi bien des informations qui sont numériques, de 0 à 9 ou de 0 à F, si on travaille en hexadécimal, et on traite des informations qui sont non numériques. C'est des caractères qu'on peut rajouter et c'est des symboles qu'on peut utiliser dans le codage pour pouvoir justement mener à bien tout ce qui est expression. Donc le codage des nombres qui passe par la représentation de l'information numérique et qui passe bien sûr par ce qu'on appelle un système de numération, un système de numérotation, comme ce qu'on trouve dans certaines littératures. Et il y a bien sûr ce qu'on appelle une base de numération. Donc, lorsqu'on opte pour une méthode de représentation des informations numériques, et il y en a pas mal, donc en utilisant cette représentation numérique, on fait appel bien sûr à un système de numération qui, en général, utilise des bases telles que la base binaire, par exemple, l'octal, ainsi de suite. Et donc, on fait appel à ce qu'on appelle à des bases de systèmes de numération. Et les bases des systèmes de numération les plus courantes sont, on trouve le binaire, donc c'est ce qui est pratiquement utilisé avec la majorité des systèmes d'information ou des ordinateurs actuels. On trouve le décimal, donc la codification des chiffres de 0 à 9, donc c'est la base 10. Il y a des systèmes qui peuvent travailler avec cette base et on peut même trouver dans la même machine des instructions qui peuvent manipuler des bits, et dans ce cas on utilise le codage binaire. On peut trouver aussi des instructions qui manipulent du BCD, c'est le binaire codé décimal, et dans ce cas on utilise la base de numération, c'est la base 10. On peut trouver aussi des instructions qui manipulent des données en hexadécimal. Et dans ce cas, l'information est codée en hexadécimal. Comme on peut trouver aussi des machines qui peuvent utiliser des instructions en octal. Mais sur la majorité, voire la quasi-totalité des systèmes qui existent actuellement, on ne retrouve que les 3 premiers systèmes de numération ou bases de numération qui sont manipulés. Donc on a des instructions qui travaillent en binaire, on peut manipuler le bit, on peut manipuler un bit dans une donnée, dans un octet, dans un mot ou dans une information de plusieurs octets. Comme on peut avoir des instructions qui traitent des informations avec des chiffres codés en base 10, c'est les instructions en BCD. Et dans ce cas, les données, on peut les regrouper pour avoir, par exemple, puisque l'octet, c'est l'unité de base d'adressage dans une mémoire. Donc un octet, c'est 8 bits, et le BCD code chaque chiffre sur 4 bits. Donc on peut regrouper 2 digits, ou plutôt 2 chiffres décimaux, pour les mettre sur un octet, pour pouvoir les manipuler et les traiter avec le système informatique. Et bien sûr l'hexadécimal qui lui va de 0 jusqu'à 9. Après, il travaille avec l'alphabet de A jusqu'à F. Donc de 0 jusqu'à 9, A, B, C, D, E, F. Et c'est ce qu'on appelle la base 16. La base 16, puisqu'on a les 10 chiffres qu'on connaît de 0 à 9, et de A à F, ça fait 6 caractères, et ça fait 16 en totalité. Donc, bien sûr, la représentation des nombres binaires doit aussi englober les nombres négatifs, puisque l'ordinateur, bien sûr, il peut être amené à travailler sur des chiffres négatifs, mais dans ce cas, bien sûr, c'est l'utilisateur qui doit spécifier ou doit savoir sur quel chiffre il travaille.
et il doit bien sûr les définir. Et le système, lui, le processeur peut savoir, ou plutôt peut lui donner des informations ou des indications en fonction de l'information qu'il traite. Et c'est l'utilisateur, en principe, qui sait dans quel mode il se situe. Donc il y a deux façons de traiter les nombres négatifs, ce qu'on appelle le complément vrai ou le complément restreint. Ou des fois le complément à deux ou le complément restreint. Cette méthode a été élaborée après une longue réflexion, ou plutôt après une longue étude que les concepteurs de machines ont fait, parce que dans les premières machines, il y avait des gens plutôt des concepteurs de machines qui ont utilisé ce qu'on appelle la valeur absolue et le signe, et d'autres concepteurs de machines ont utilisé cette technique, et c'est cette technique qui a pris le dessus. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus simple à implémenter, et on peut travailler sur des informations, quelle que soit leur taille. Dans la méthode information plutôt valeur absolue de l'information plus signe, le problème qui se pose, c'est que si on a à traiter des informations de taille variable, la machine se perd et ne peut plus suivre. Donc les gens, ou plutôt les concepteurs de ces machines, étaient obligés de faire le traitement sur des données de taille fixe. On ne pouvait pas avoir des traitements, ou plutôt on ne peut pas, les programmes ne pouvaient pas traiter des informations de taille variable. Alors qu'on sait que, bien sûr, on a les données en des tailles variables. On peut travailler sur une donnée qui sera codifiée sur 8 bits. On pourrait travailler sur une donnée qui est codée sur 16 bits, sur 32 bits, voire même sur 64 ou 128 bits. Donc la méthode signe et valeur absolue ne s'adaptait pas. Donc elle a été écartée parce que la logique, ou plutôt l'électronique derrière, devient hyper complexe, très complexe, même ingérable, et on était obligé de changer carrément de processeur chaque fois qu'on passe d'une machine à une autre. Et pour pouvoir traiter des données, il fallait un processeur pour chaque taille de données. Alors qu'avec la méthode complément restreint, complément vrai, ou complément à 1, complément à 2, la méthode est très simple. Ça consiste à prendre, si on traite des opérandes de 8 bits, ben ces opérandes de 8 bits, on a 7 bits d'information et 1 bit de signe. Le dernier bit, c'est le bit de signe. Si on travaille avec des opérandes de 16 bits, ben on a 15 bits pour l'information utile, et le dernier bit, c'est le bit de signe. Dans le cas où on travaille en nombre non signé, ben on prend la totalité de l'information. Un octet, c'est 8 bits d'information. Un mot ou un word, c'est 16 bits d'information, donc il n'y a pas de signe. Bon, pour le codage des informations non numériques, bien sûr, il fallait intégrer tout l'alphabet, donc de A à Z. Il fallait intégrer un certain nombre de caractères spéciaux, tels que le dollar, le dièse, le pourcent, ainsi de suite. Donc tout ce qui est arrobas, tous les caractères qu'on trouve sur le clavier, pour pouvoir les prendre en considération, il a fallu aussi un codage de l'information, ce qu'on appelle l'information non numérique. Et bien sûr, en plus des informations non numériques, on avait aussi à codifier tout ce qui est instructions. Donc, bien sûr, chaque processeur dispose d'un certain nombre d'instructions. Si on prend le cas, par exemple, du Motorola, le 68000, il a 56 instructions. Seulement, c'est 56 mnémoniques d'instructions. Mais en combinant ce qu'on appelle les mots d'adressage, on pourrait aller jusqu'à 1000 instructions. Donc, ces instructions, qui peuvent avoir des tailles variables, doivent être nécessairement codées, et bien sûr, on utilise aussi un codage spécial pour ces instructions. Bien sûr, pour un processeur donné, il y a un certain nombre d'instructions, et chaque instruction a un code, ce qu'on appelle un code d'opération,
Et dans le code d'opération, comme ce qu'on a vu dans la leçon numéro 3, dispose d'un code d'opération et d'un champ et un certain nombre de champs supplémentaires tels que le champ adresse d'opérande, ou si on a une machine à plusieurs adresses, on a l'opérande source et l'opérande destination. Ils sont codifiés dans l'instruction elle-même et on pourrait avoir des champs supplémentaires pour avoir des informations supplémentaires sur les opérandes. Donc, si par exemple on a un processeur qui dispose d'un certain nombre n d'instructions, ben, il nous faut n bits tels que 2 à la puissance n nous donne le nombre d'instructions qu'on veut codifier. Et ce champ se trouve dans le code opération, dans le premier mot de l'instruction. C'est le code opération et il comprend les informations nécessaires pour savoir de quelle instruction il s'agit. Évidemment, si par exemple dans un programme vous utilisez un mnémonique ou un code d'opération d'une instruction que le processeur ne peut pas reconnaître, ben il va vous dire instruction illégale. Il ne va pas la reconnaître et il ne pourra pas la traiter. Et bien sûr aussi la représentation doit englober la représentation des chiffres décimaux et bien sûr l'adjonction de nouveaux caractères tels que ce qu'on a vu. Donc ces deux éléments sont très importants dans la codification, dans la méthode de codification que doit supporter le système informatique. Et en plus, bien sûr, c'est optionnel parce qu'on ne l'applique pas partout dans l'ordinateur, la notion de redondance pour pouvoir détecter, voire corriger les erreurs. Parce que, bien sûr, à l'intérieur du processeur, lorsqu'on fait un échange entre un registre interne au processeur et l'unité arithmétique et logique, c'est interne, c'est pratiquement un canal parfait. Il n'emprunte pas ni câble externe, ni bus externe. Il n'y a ni soudure, ni aucun élément qui pourrait altérer l'information. On n'a pas besoin, en fait, de mécanisme de redondance. Par contre, entre le processeur et une unité périphérique, un disque dur par exemple, ou un modem qui est branché sur le port série du processeur, on est obligé d'utiliser les bus. On utilise une interface pour pouvoir communiquer avec le périphérique, qui est par exemple le modem. Et on a bien sûr un connecteur sur lequel il y a un câble qu'on va brancher entre le modem et l'unité centrale. Donc il y a plusieurs sources d'erreurs, donc il y a plusieurs éléments imparfaits qui peuvent inclure des erreurs. La notion de redondance est indispensable. Donc la représentation, le mécanisme d'encodage doit englober la représentation des chiffres, l'adjonction de nouveaux caractères, de caractères spéciaux, et le mécanisme de redondance. Bon, bien sûr, en matière de représentation existante, on trouve le BCD, qui est le binaire codé décimal, qui permet de pouvoir codifier des chiffres en base 10 et, bien sûr, derrière, il y a des instructions qui peuvent traiter ces codes-là. Par exemple, pour le processeur 68000 ou d'autres processeurs, si on veut faire une addition en binaire, on met add tout court. Si on veut faire une addition en mode BCD, ben, qu'est-ce qu'on fait? On met ABCD, c'est-à-dire une addition en mode BCD. On ajoute le caractère A au BCD pour dire que c'est une addition en mode BCD. Bien sûr, pour tout ce qui est communication avec des périphériques ou avec des unités externes, la communication se fait en utilisant des codes. Si on utilise la ligne série, bon, c'est des codes de 7, 8 et 9 bits, puisque on rajoute la redondance. Donc on a en général 7 bits pour l'information utile et on rajoute des bits pour la redondance, pour pouvoir
détecter, voire corriger les erreurs. Bon, ça c'est surtout dans tout ce qui est communication avec les périphériques. Lorsqu'il s'agit de communication, on utilise en général la redondance. Bon, elle est optionnelle, on peut l'activer comme on peut la désactiver. Si on est sûr de ne pas avoir d'erreur ou l'erreur n'est pas vraiment importante, donc on peut se passer du mécanisme de redondance. Bon, sinon, on est obligé, si on veut avoir une transmission avec des données très fiables, on est obligé de rajouter le mécanisme de redondance. Il y a aussi le code ASCII, qui est un code qui comprend 7 bits d'informations utiles et un bit de parité. Donc il permet de codifier les 128 caractères qu'on connaît, donc les chiffres de 0 à 9, les caractères de l'alphabet de A à Z et un certain nombre de caractères spéciaux. Donc ce code est utilisé en général pour avoir des fichiers texte. On sait que les fichiers texte sont portables, sont standards. Donc que ce soit lorsqu'on travaille sur une plateforme Windows ou sur une plateforme Unix ou Linux ou n'importe quelle plateforme, lorsqu'on a un fichier ASCII, ben ce fichier passe partout. Donc il est reconnu sans aucun problème. Donc c'est un standard qui permet de transmettre des informations avec un codage ASCII et qui pourra être déchiffré partout dans tous les systèmes, toutes les plateformes. Et on a aussi le BCDIC qui est un code propriétaire à IBM. C'est un code qui contient 8 bits, donc l'ensemble des caractères sont codés sur 8 bits, que ce soit l'alphabet, les chiffres ou les caractères spéciaux. Et c'est un code qui n'est utilisé que par IBM. On ne le retrouve que dans les machines IBM. On ne le retrouve pas dans d'autres machines. Donc, bien sûr, on a aussi les instructions qui sont codées sur un ou plusieurs mots machines, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, et on retrouve dans cette instruction le code opération, le code, on peut codifier les registres, et on peut codifier les adresses dans le cas où on a des opérandes qui sont utilisés ou manipulés par notre instruction. Donc le code d'opération, si on a par exemple 64 opérations différentes que le processeur peut faire, c'est-à-dire 64 instructions, on aura besoin de 6 bits dans le code d'opération. Si par exemple on rajoute disons la codification des registres dans le code d'opération, ou plutôt dans l'instruction, et on a ces registres internes au processeur, donc on utilise 4 bits pour codifier ces registres. Et bien sûr, si par exemple ce processeur peut gérer une mémoire ou un espace mémoire adressable, un espace qu'on appelle un espace adressable de 65 536 mots, c'est-à-dire 64 kilooctets, eh bien on a besoin d'un champ adresse de 16 bits. Donc ici, si on a le code d'opération qui permet de stipuler l'ensemble des opérations ou des instructions, l'ensemble des registres, et on a ici l'espace adressable visible par le processeur et qui permet au processeur de localiser l'ensemble des ressources qui sont branchées sur ce processeur en matière de mémoire, d'interface, de contrôleur ou de périphérique. L'ensemble des adresses de ces unités fonctionnelles doit rentrer dans l'espace adressable du processeur. Et bien sûr, les instructions sont classées par type. On reconnaît des instructions de traitement, des instructions de déroutement de programme et des instructions d'échange de données avec les périphériques. Donc, c'est les 3 types d'instructions qui sont reconnues par le processeur. Donc, ainsi s'achève notre 4e leçon. Pour toute information, complément d'information ou exercice, vous pouvez vous connecter au site Netuno et cliquer sur MedNetU. Je serai à votre disposition
et merci.